Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast dédié à l'histoire médiévale sur le thème des sociétés en contact à l'époque médiévale. Pour rappel, nous sommes actuellement dans la zone hispanique et nous voyons le règne d'Alphonse X. Nous accueillons aujourd'hui deux historiennes qui vont nous expliquer leur travail, leurs recherches et nous éclairer sur les différents aspects du règne d'Alphonse X. Bonjour Diana, bonjour Marianne, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Vous êtes historienne médiéviste spécialisée en histoire de la péninsule ibérique du XIe au XIIIe siècle et vous avez accepté aujourd'hui de nous parler de votre trouvaille. Vous avez en effet trouvé des lettres regroupant des informations inédites sur son règne, c'est bien ça ? Alors tout d'abord, merci de nous recevoir. Nous avons effectivement, lors de fouilles récentes dans la ville de Séville, trouvé un corpus de lettres qui devait probablement se trouver dans la partie du palais d'Alcazar qui fut ensevelie par le tremblement de Lisbonne de 1755 et qui correspondait à une partie du palais gothique construit par Alphonse X. Un vrai trésor que vous nous apportez et des informations inédites, un grand merci pour cela. Nous allons avoir la chance de pouvoir entendre le contenu de ces lettres car des historiens médiévistes qui travaillaient avec nous sur ce podcast ont accepté de les lire. Pour commencer et pour mieux comprendre, pouvez-vous nous dire à quoi correspondent exactement ces lettres ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors ce corpus est composé de 13 lettres retraçant le règne du roi sage. Elles contiennent de précieuses précisions sur celui-ci, certaines d'entre elles étant écrites par des proches du roi comme sa femme, certaines rédigées par le roi lui-même. Nous les avons regroupées en 4 corpus de documents distincts en suivant les thématiques de chaque lettre. Ainsi, nous avons des lettres traitant de la période de conquête, un corpus de lettres traitant de l'entreprise impériale, le Feccio de Imperio, mais également des lettres autour de la rédaction, pan important du règne d'Alphonse X, et enfin, un dernier corpus sur sa fin de règne. Vous avez donc classé toutes les lettres retrouvées par thème que nous allons voir dès maintenant. Si j'ai bien compris, Diana, vous allez nous expliquer ce que vous avez trouvé concernant dans un premier temps les conquêtes d'Alphonse X. Oui, exactement. Alors, le règne d'Alphonse X, s'il peut être divisé en plusieurs aires thématiques, les conquêtes qui s'inscrivent dans cette situation particulière de la péninsule ibérique qui ne s'unifie réellement qu'à partir de 492 et de la prise de Grenade, s'imposent comme amorce nécessaire à la compréhension du règne d'Alphonse X. Au niveau des lettres dont je me propose l'exégèse ici et qui traitent de ce sujet de conquête, elles sont au nombre de 3. Nous avons tout d'abord la lettre d'un moine anonyme de Las Huelgas qui possiblement a participé à l'éducation d'Alphonse X puisque ce dernier y a passé son enfance. Cette lettre de 1243 fait l'éloge de l'infante de sorte à ce qu'on se l'imagine déjà sur le trône en tant que roi conquérant. La conquête étant le propre des empereurs romains, on est ici dans le domaine de l'apologie, par cette probable connaissance du roi qui n'a pas l'air d'être très au fait du traité d'Alcaraz, qui est pourtant le prétexte de l'éloge. Alors, je me propose de revenir une petite minute sur ce traité pour nos auditeurs. La péninsule ibérique morcelée du XIIIe siècle concentre plusieurs pouvoirs locaux. Et l'Andalousie n'est pas la seule menace à la couronne de Castille. En effet, la Murcie, par exemple, est la proie à la fois du royaume de Grenade et d'Aragon. Le traité d'Alcaraz d'Alphonse X a vocation d'instaurer un protectorat permettant à la ville de se défendre des prétentions aragonaises et musulmanes. La deuxième lettre que nous avons rassemblée pour ce thème de conquête est écrite de la main d'Alphonse X lui-même et fait état de son entrée dans la ville de Séville en 1248, après la prise de la ville par son père Ferdinand III, au bout de 6 mois de siège. Alphonse X y témoigne de son émerveillement et on y voit les motivations qui ont porté à faire de l'Alcazar un palais royal et de l'aménager en y rajoutant des salons qui formeront le palais gothique, d'où proviennent sûrement ce corpus de lettres que l'on vous présente aujourd'hui. Alors, la lecture de cette lettre nous renseigne sur la place de Séville dans le cœur d'Alphonse X, ce qui permet d'expliquer le basculement de la ville au rang de capitale durant son règne et dans sa biographie. C'est d'ailleurs ici qu'il réside après sa déposition en 1282 et il y mourra 2 ans plus tard dans ce même palais de l'Alcazar en 1284. Alors maintenant, si la conquête se fait essentiellement par traité sous Alphonse X, comme illustré par les écrits de notre moine de Las Huelgas, la guerre reste une réalité
Et le texte mentionne également les campagnes de Cordoue et de Juan, auxquelles le roi a participé, pardonnez mon espagnol, ce qui nous amène à notre troisième lettre de 1260 sur le siège de Salé, rédigée par Ruiz Lopez de Mendoza, amiral de Castille. Alors, ce siège avait pour but d'empêcher les Mérénides d'assister le royaume de Grenade. L'amiral écrit au moment du siège de la ville, qui dure 2 semaines, dans un contexte de fin de conquête et de stabilisation des frontières, et de ce qu'on pourrait appeler aussi, et ce qu'on a beaucoup appelé le fecho de Allende, c'est-à-dire ce moment où l'on sait que Alphonse X a envisagé une croisade vers l'Afrique. Il est important de noter, avant de passer à la diffusion de ces lettres, que ce qui se cache derrière ce récit glorieux que nous fait cet amiral, c'est surtout l'histoire d'un massacre, la réalité d'un pillage et une prise d'otage conséquente de la population et des soldats musulmans qui sont par la suite envoyés à Séville. Lettre donnée à Murcie aux ides de septembre, 26 années de notre pontificat. Cette lettre d'amitié fut donnée et signée à Burgos, mercredi 29 mai, ère de 1243, et pour que cela ne soit pas mis en doute, nous y fîmes apposter le sceau de la fraternité en plus de nos autres sceaux. Très révérend et honorable infant Alphonse X, en cette journée bénie, je me hâte humblement de vous adresser mes plus sincères félicitations pour avoir établi le traité d'Alcaraz avec les éminents chefs de lignage de Murcie. En tant qu'humble serviteur de Dieu, moine dévoué à la recherche de la justice et de la paix, il est de mon devoir de saluer et célébrer une telle entreprise digne d'éloge. Permettez-moi tout d'abord de souligner la sagesse et l'intelligence dont vous avez fait preuve en négociant ce traité avec les chefs de lignage de Murcie. Ce geste illustre sans contexte votre profond engagement envers le bien-être de vos sujets et de votre désir inébranlable de maintenir l'ordre et l'harmonie au sein de votre royaume. Le traité d'Alcaraz, dont la portée et l'importance sont inébranlables, marque un tournant décisif dans l'histoire de Murcie. Grâce à votre bonté éclairée et votre vision perspicace, vous avez su rassembler les chefs de lignage de cette province, promouvant ainsi l'unité et la solidarité entre les sujets. Cet acte témoigne de votre aptitude à fédérer et à rallier les forces vives de votre royaume autour d'une cause commune, et cela de la prospérité et de la stabilité. En un geste de clémence et de sa sagesse politique, l'infant proposa un accord plutôt que de poursuivre le conflit par le fer et le feu. Ainsi fut signé le traité d'Alcaraz en la présence de Dieu et des hommes sous les murs de la ville que l'on disait imprenable. Par ce traité, vous avez posé les fondements d'une paix durable, d'une corporation exemplaire entre les lignages murciens, les dispositions et les clauses de l'accord, révélant un profond respect des droits et des intérêts de chacun, garantissant ainsi l'équité et la justice. Je ne peux que m'incliner devant votre capacité à concilier les différences et à forger un compromis qui bénéficiera à tous les habitants de Murcie. Votre Altesse, permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude pour cette initiative remarquable. Votre dévouement envers le royaume et les sujets ne cesse que de m'inspirer et de m'éveiller mon admiration. Puissiez-vous trouver la récompense divine dans vos actions justes et bienveillantes. Ce traité illustre la sagesse divine qui guide notre prince, mêlant justice et miséricorde. Il assure non seulement la paix, mais aussi l'unité et l'intégrité dans notre royaume, en consolidant les terres de Murcie sous notre gouvernance. Je demeure, Votre Altesse, votre serviteur dévoué, prêt à apporter mon noble soutien à tout qui visera à maintenir la paix, l'harmonie et la prospérité dans notre noble royaume du bien-aimé roi Ferdinand. Que Dieu vous protège et vous illumine de sa sagesse infinie. Lettre donnée à Murcie, aux ides de septembre, 26 années de notre pontificat. Cette lettre de remerciement fut donnée et signée à Burgos mercredi 29 mai, ère de 1243,
Et pour que cela ne soit pas mis en doute, nous y fîmes apposer le sceau de la fraternité en plus de nos autres sceaux. À Séville, le 22 décembre 1248. Aucune ville plus chaude et bigarrée n'aurait pu m'émouvoir à tel point que je rédige le souvenir du siège de 16 mois que j'y ai tenu. Se sont offerts à mes yeux dans Séville toutes les richesses du monde. J'ai vu les morts cohabiter avec les Juifs, j'ai vu ces deux peuples vivre dans des quartiers chrétiens, j'ai vu les traces du passé qui ne demandaient qu'à être embellies par l'avenir que je souhaite donner à cette ville. De longs mois de travail ont exacerbé mes sens, j'ai connu la guerre et je vois maintenant la ville fleurir. Ces 16 longs mois n'ont que pu me donner le temps de réfléchir à ce que je ferais advenir de cette merveille. Je, Don Alphonse, enfant du grand roi Ferdinand, vois dans l'avenir de Séville le siège de la couronne. Au cœur de la circulation en Andalousie, je pourrais d'ici communiquer avec tout le royaume. Pour cela, je devrais rétablir une cour, construire mon palais. J'ai déjà pu contempler l'admirable architecture du palais des anciens chefs morts. L'Alcazar répond à l'image merveilleuse que je voudrais donner à mon règne. J'y ferai bâtir de nouvelles pièces et montrerai comment la chrétienté est faite pour habiter les terres arabes. Je ne souhaite que parfaire le travail de mes prédécesseurs dans cette ville. Notre entrée triomphale dans la ville conquise, l'acclamation du peuple, l'infinité de messages que nous recevons des futurs habitants de cette terre sont les symboles de son futur glorieux. Cette victoire signe, grâce à Dieu, un moment décisif de nos conquêtes d'ailleurs. Il y eut Cordoue, Jaén, désormais nous voulons contrôler toute l'Hispanie et nous étendre au-delà de la mer du Milieu. Rue Lopez de Mendoza, amiral de Castille, à l'excellentissime Alphonse X, par la grâce de Dieu, roi de Castille, de Léon, de Tolède, de Galice, de Séville, de Murcie et de Jaén. C'est avec un cœur rempli de gratitude et de fierté que je prends la plume pour vous informer des récents exploits de notre flotte castillane qui, par la grâce divine et sous votre noble bannière, a terrassé les forces ennemies. La ville de Salé est prise et notre étendard y flotte désormais. Quelle page glorieuse de l'histoire de notre royaume s'écrit en ces jours. Sur les flots tumultueux de l'océan, nos marins ont fait preuve d'une bravoure inébranlable et d'une détermination sans faille. Guidés par votre sagesse, ils ont affronté l'adversaire avec une ferveur légendaire, lui imposant une défaite fulgurante qui rejaillit sur votre honneur. Hier, notre prestigieuse flotte prenait position autour de la cité. Après une nuit de prières et de préparatifs, nous avons lancé l'assaut ce matin. Les canons ont grondé comme le tonnerre, provoquant la terreur parmi les Mérinides qui ont tenté vainement de défendre leur cité. Après avoir écrasé leur défense, nous avons pénétré au cœur de la ville, où nos troupes ont courageusement repoussé les assaillants. Dieu voulut que certains fussent plus téméraires. Ceux-là ont été décimés. Encouragés par leur foi et leur dévotion à leur roi, nos combattants ont pris possession de la cité. Nous avons jugé bon d'emmener à Séville une partie des otages, pour qu'ils soient utiles à la couronne. Les échos de cette glorieuse bataille résonnent encore dans nos cœurs, et les récits de nos exploits se répandent comme le vent sur les mers. Grâce à votre sagesse et selon la volonté de Dieu, les ennemis sont désormais loin de nos côtes. La suprématie de notre flotte sur les mers du monde ne fait plus de doute. Les morts de Grenade ne pourront trouver aucun secours de ce côté-ci du détroit. Que cette victoire soit un témoignage de notre dévotion envers votre règne, de notre engagement à défendre notre royaume contre toute menace. Que la lumière de votre règne continue à briller sur nous, éclairant notre chemin dans les temps sombres et incertains. Puissiez-vous continuer à guider notre royaume vers des horizons de gloire et de prospérité. Lettre donnée à Salé, aux ides de septembre, en l'an 1260 de l'incarnation de notre Seigneur. C'est impressionnant toutes les précisions que nous apportent ces lettres sur les conquêtes qu'a pu faire Alphonse X. Passons maintenant au deuxième thème des lettres retrouvées par vous, Marianne et Diana, qui est les prétentions à l'empire d'Alphonse X. Alphonse X était un candidat pour l'empire, c'est bien ça ? Oui, exactement. Il est important de noter cependant que cette candidature n'est pas au départ le fait d'Alphonse X lui-même, mais celle de l'ambassade pisane qui vient le trouver en 1256 à Soria. Alors, je rappelle ici le contexte du grand interrègne qui prend place de 1250 à la mort de Frédéric II d'Hohenstaufen à l'élection du Habsbourg Robert Ier en 1273. Il est important également de noter les modalités du processus d'élection qui sont les suivantes. Alors, l'élection du candidat se fait par 7 princes lors du conclave électoral et le candidat ayant reçu la majorité des votes est élu roi des Romains. Une fois roi des Romains,
Ce dernier devait alors se faire couronner par le pape. Sauf que notre période est caractérisée par un conflit entre le pouvoir spirituel qui a prétention universelle, le pape n'est-il pas le vicaire de Dieu sur terre, et les pouvoirs temporels. C'est le pape Honorius III qui dépose Frédéric II en 1245. Cette division se cristallise autour du trône vacant de l'Empire sur lequel, pendant près d'un siècle, l'ombre papale va venir brouiller, cristalliser les tensions entre les monarques tentant de se faire élire. Cette division, elle est aussi cristallisée entre les factions guelfes qui soutiennent le pape et les factions gibelines qui, elles, sont plutôt du côté d'Echthofen. Pour revenir à votre question, oui, Alphonse X était bel et bien candidat pour l'Empire. Il est héritier de la lignée d'Echthofen et les Gibelins de Pise voyaient en lui le candidat idéal du fait de la confluence de plusieurs empires en sa personne, que ce soit Byzance du côté de sa mère, de l'Empire Plantagenet ou encore l'Aragon par sa femme, Yolande, dont notre corpus présente une lettre rédigée par elle en 1256 à l'intention de son mari. Dans cette lettre, Yolande transmet l'émotion de la cérémonie d'investiture d'Alphonse X par l'ambassade pisane, ce qui semble assez incongru, étant donné que l'ambassade n'a absolument pas pouvoir d'investir qui que ce soit. Alors, Alphonse X est effectivement élu roi des Romains en 1257 par les princes électeurs, mais ce dernier ne prend pas la peine d'aller en Allemagne, et le pape ne le reconnaît pas et le refuse. Alors, l'émotion de Yolande semble exagérée, mais appuie néanmoins l'importance de l'épisode pisan dans le Feccio de Imperio. Richard de Cornouailles, qui fut élu en 1257, après l'absence d'Alphonse X, meurt en 1272, ce qui relance la candidature impériale d'Alphonse X. Face à quoi la papauté refuse une nouvelle fois Alphonse, car elle lui préfère Rodolphe de Habsbourg. En 1274, le pape Grégoire X reconnaît officiellement Rodolphe et invite Alphonse X à mettre fin à sa réclamation. La deuxième lettre de cette ère thématique sur le Feccio de Imperio est écrite par le pape en 1274 pour le frère du roi, Don Manuel, alors le seul de la fratrie royale qui ne s'est pas soulevé contre Alphonse, ce qui peut être une des raisons pour lesquelles le pape pensait trouver un appui de qualité pour faire entendre raison à un Alphonse X qui se trouve alors chez son beau-père Jacques Ier à Barcelone avant de rejoindre le pape à Lyon pour le concile qui devait couronner Rodolphe Ier des Habsbourg. Nous avons ici un aperçu décisif de la politique de cabinet de Rome qui, en tentant de passer par Don Manuel, essaie d'assainir les relations avec Alphonse X et d'amortir la nouvelle de l'élection du Habsbourg. Violande d'Aragon, par la grâce de Dieu, infante d'Aragon et reine de Castille, à vous, Don Alfonso. Monseigneur, mon cher époux, vous êtes à peine revenu de votre rencontre avec l'ambassade pisane que déjà j'ai la tristesse de vous voir repartir à votre devoir de seigneur. J'espère au moins que vous voyagez à votre aise et que vos sujets vous protègent avec l'aide de Dieu. Je n'ai guère eu le temps de vous voir et moins encore de discuter avec vous de cet événement qui vient de se produire. Je tenais à vous faire part de mes félicitations pour votre investiture. La cérémonie était à votre grandeur, vous rayonniez au centre de cette pièce. Votre investiture n'a fait que confirmer que vous étiez, monseigneur, digne de gouverner sur de nombreuses contrées, bien au-delà de nos terres hispaniques. J'ai pu m'entretenir quelques instants avec l'ambassadeur Bandino Lancia, qui était plus qu'honoré de se trouver devant vous et de vous investir de ce grand pouvoir. Vous faites un magnifique empereur de Rome. J'ai peine à imaginer que bientôt votre pouvoir sera sans limite. Je dois vous avouer ne pas avoir su retenir mes larmes à l'instant où l'ambassadeur s'est abaissé à vos pieds. Je n'avais jamais rien vu d'aussi magnifique. Vous, royal parmi vos sujets, le saint livre de la Bible entre vos mains, ainsi que la croix. Dieu ne peut être qu'à vos côtés, il ne saurait trouver de meilleur souverain que vous.
C'est bien par sa volonté, je crois, et par vos qualités que vous pouvez aujourd'hui affirmer être le prince le plus puissant. Vous surpassez vos compères en bien des points. Vous êtes un fidèle époux, un roi juste et pieux. Vous avez sans nul doute hérité ces qualités de votre famille royale, qui elle-même a été choisie par notre Seigneur Dieu pour régner sur l'Empire. Vous êtes aussi bon que vos ancêtres, si ce n'est plus. Mes écrits ne reflètent pas avec justesse l'immense joie que je ressens d'être la femme de l'empereur. Je vous suis dévouée et je prie tous les jours la Sainte Vierge, notre mère à tous, pour que votre puissance impériale soit la plus grande tout au long de votre vie. Vous voilà avec une puissance entre vos mains digne de votre majesté. J'attends patiemment votre retour à Séville, que Dieu veille sur nous et vous accompagne dans vos voyages. Votre reine dévouée et bien-aimée. Évêque Grégoire, serviteur des serviteurs de Dieu. Fils bien-aimé, noble seigneur Manuel, fils de l'illustre roi de glorieuse mémoire, Fernando de Castille et Léon, salutations et bénédictions apostoliques. Nous avons reçu ton aimable lettre et ton agréable description qui, en même temps, omet tout désir de reconnaissance, manifestant ton fervent esprit de dévotion envers nous et envers la Sainte Église romaine et déclarant ton attachement à notre ferme détermination et au siège apostolique. La teneur de ta lettre est très agréable, rappelant à la fois ta considération affectueuse de nos décisions et ta plus grande disponibilité à servir, ainsi que la description de ta ferme intention de mieux nous assister, nous et le siège apostolique, avec constance et un dévouement sincère. C'est pourquoi nous souhaitons accéder à tes supplications, en particulier à celles qui nous demandent d'accorder plus de respect à l'empereur, notre fils bien-aimé dans le Christ, ton frère, l'illustre roi de Castille et Léon. Certes, si l'honneur du roi est digne de considération, nous souhaitons l'honorer avec circonspection en préparant son arrivée comme décrit dans ta lettre sudite, afin qu'il puisse non seulement se réjouir des applaudissements des étrangers, mais aussi être satisfait de l'approbation générale de tous les citoyens. En effet, ce serait une cause de grande joie et de bonheur, pas imméritée non plus, si le désir de célébrer une rencontre entre le Père spirituel et le Fils était partagé par les deux parties, non seulement en ce qui concerne son arrivée, mais également en ce qui concerne son départ, ce qui, nous l'espérons, peut être accompli sans difficulté, si Dieu le veut, et si le dit roi est sensible à ces choses, en ce qui concerne le titre d'empereur, et surtout en ce qui concerne la question de l'Empire. Si seulement il abandonnait cette aberration mentale, s'il voulait seulement ordonner son esprit selon la grâce de son Créateur, s'il voulait bien ne pas montrer ses désirs publiquement, mais le faire en privé, et peut-être mettre de côté la poursuite de la vaine gloire mondaine, et ne pas ignorer le profit général dans la question submentionnée, mais penser plus prudemment à l'avenir avec une plus grande délibération, en réfléchissant à la fois à son propre bien et au bien commun, et à notre propre idée de ce que la justice dicte, il agirait avec une plus grande charité envers lui-même et envers son propre peuple, et trouverait ainsi la paix. Puisque dans ces matières, nous avons confiance que ton aide ici peut être vraiment utile, et parce que nous avons des preuves convaincantes dans tes lettres antérieures de ta sincérité et de ta fidélité à nos opinions sincères, nous te rappelons à ta noblesse et t'exhortons et te supplions affectueusement au nom de Dieu et en rémission de tes péchés, de persévérer assidûment dans les matières submentionnées concernant le dit roi, surtout en ce qui concerne ces mêmes affaires, ce qui est notre position, et de tenir conseil avec nos frères, afin que la justice ne soit ni négligée, ni diminuée, et tu peux en cette matière faire tous tes efforts pour nous écrire immédiatement au sujet de ladite venue du roi, afin que, comme c'est notre désir, nous puissions nous préparer à temps et honorablement à cette éventualité. Donné à Lyon, 2 calendes de janvier, la 3e année de notre pontificat. Lettre du pape à Don Ramon de Lozana, archevêque de Séville, du 13 septembre 1275. Grégoire, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au vénérable frère, l'archevêque de Séville. Salutations et bénédictions apostoliques. Cher frère, tu sais bien que nous nous sommes vus contraints de différer le règlement de grandes questions et que nous avons dû réaliser de grands efforts et avons souffert bien des inconvénients afin de rendre au monde la paix au sujet de l'affaire de l'Empire. Nous pensions y être parvenus, avec l'aide de l'omnipotente miséricorde, après que notre très cher Fils dans le Christ, l'illustre roi de Castille et Léon, se soit conformé à nos désirs à ce sujet. Mais comme nous l'avons appris de plusieurs témoignages dignes de foi, le dit roi continue à se dire dans ses lettres roi des Romains, de même qu'auparavant. Titre qu'il utilise aussi dans la légende de l'empreinte du sceau qu'il appose à ses lettres. Ce dont nous sommes également instruits par plusieurs de ces lettres ainsi intitulées et scellées reçues de lui. À cela, nous pouvons ajouter qu'il a envoyé plusieurs lettres à plusieurs seigneurs d'Allemagne et aussi aux communautés d'Italie,
y affirmant qu'il n'avait nullement désisté, ni ne souhaitait se désister, de sa prétention à l'Empire, et qu'il s'efforçait de toutes ses forces de la poursuivre. Mais ceux qui sont impliqués en cette affaire comprendront assez bien qu'il respecte sa promesse comme il sied à l'excellence royale. C'est pourquoi, cher frère, je t'appelle, te prie, et t'exhorte instamment, et te le commande, en vertu des obligations de la sainte obéissance, que tu t'entoures à cet effet de quelques personnes dont tu peux te prévaloir, parmi lesquelles je souhaite que se trouve notre fils, le bien-aimé maître Frédolo, prieur de Lunel, notre chapelain, pour aller admonester avec toute diligence le dit roi, et que tu essayes ainsi d'obtenir de lui qu'il cesse de faire le susdit et s'engage à ne plus employer ni le titre ni le sceau susdit. Autrement, nous ne pourrions plus continuer à en faire omission sans offenser Dieu, et lui opposerons les sanctions que les faits exigent. En réponse à ce que je te demande, tu voudras bien me faire loyalement connaître par tes lettres les noms de ceux qui t'accompagneront, ainsi que les réponses que tu obtiendras. Lettre donnée à Valence, aux ides de septembre, 4e année de notre pontificat. Merci beaucoup pour ces lectures. Pour rappel, elles sont réalisées par des historiens médiévistes qui ont travaillé avec nous sur ce projet de podcast. Marianne, vous avez-vous travaillé sur les lettres regroupant des informations sur la rédaction du corpus alfonsin? Pour les auditeurs qui nous écoutent, le corpus alfonsin est une masse d'œuvres maîtresses de la vie d'Alphonse X. Il écrit en effet une production considérable de textes doctrinaux et scientifiques, notamment une production normative qui prend la voie des codes comme la Siete Partidas entre 1256 et 1265. Il passe aussi son temps à patronner une entreprise historiographique très importante, avec une histoire de l'Espagne, mais aussi une histoire générale. Il produit aussi beaucoup d'œuvres poétiques nommées cantigas. Oui, en effet. Alphonse X est à l'origine de la rédaction de nombreux ouvrages scientifiques, historiques et judiciaires qui forment ce qu'on appelle plus communément le corpus alfonsin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Alphonse le Sage. Les objectifs de cette entreprise étaient pluriels. Tout d'abord, de promouvoir la science et la connaissance au sein de son royaume en se plaçant comme un roi savant et érudit. Dans un second temps, le corpus alfonsin permet aussi de diffuser et de mettre en lumière une langue qu'Alphonse X veut universelle dans son royaume, le castillan. C'est aussi dans une optique de légitimation de son règne et d'affirmer son autorité royale. Il pense par exemple son idéal politique, notamment dans le septénaire. Il faut aussi rappeler qu'Alphonse X a durant toute sa vie eu pour objectif d'atteindre le titre impérial. Ainsi, par cette production, Alphonse X réaffirme sa légitimité en tant que souverain producteur de savoir. Donc, dans cette optique, nous avons retrouvé une lettre du médecin royal Yehuda Mosca au souverain à propos du lapidaire. Ce savant juif a participé à de nombreuses entreprises de traduction et de rassemblement d'œuvres scientifiques pour Alphonse X et a grandement contribué à l'avancement de la science et de la connaissance dans le royaume de Castille. Le lapidaire, quant à lui, est un traité de médecine qui se concentre sur les pierres et l'astrologie. Il est découvert et traduit par ordre du roi en 1250, bien qu'il ait reçu des améliorations en 1276 et 1279. À cette date, Alphonse X n'est pas encore roi. On peut donc en déduire que l'objectif pour lui dans la parution de ce livre, au-delà de la diffusion de savoir, est de se représenter comme descendant légitime et charismatique de son père qui est alors empereur du Saint-Empire romain germanique. Très cher enfant Alphonse, moi, Yehuda Mosca le jeune, fus flatté de la confiance que vous accordez à mes connaissances, en astronomie et sur les pierres précieuses, connaissances que vous ne restreignez pas seulement à la médecine, pour me confier la tâche de rendre le lapidaire accessible. Je tenais fermement à honorer votre demande de traduction de cet écrit dans la langue que vous m'avez indiquée, le castillan. J'espère que mon travail vous satisfera, cher enfant Alphonse, et qu'il servira votre futur règne. J'ai tâché de retranscrire au mieux le manuscrit que vous m'avez transmis. Néanmoins, je dois reconnaître que le résultat que je vous ai fait parvenir n'aurait pu être le même sans le travail remarquable de Garci Pérez, qui, grâce à ses connaissances en astronomie, a affiné la traduction. Mon cher enfant Alphonse, je souligne également le caractère respectable de votre requête, à savoir la traduction en castillan, vous qui êtes soucieux de transmettre ainsi le savoir pour le rendre accessible. Je décèle le digne héritage de votre père, Ferdinand III,
qui m'a lui aussi offert sa confiance, ainsi qu'au traducteur de Tolède, je suis aujourd'hui flattée que vous poursuiviez ce crédit. Par cette lettre, recevez aussi mes remerciements pour m'avoir accordé la participation à cette réalisation, dont vous restez tout de même à l'origine, puisque le ciel vous a mis cette œuvre manuscrite sur votre chemin. Yehuda Mosca le Jeune, lettre écrite en 1250. Par la grâce divine, moi, Alphonse, souverain des royaumes de Castille, Tolède, Léon, Galice, Séville, Cordoue, Murcie, Jaén et de l'Algarve, adresse cette missive à mes chers collaborateurs et musiciens de mon humble atelier. Je tiens à exprimer ma gratitude à chacun pour votre dévouement et votre précieuse contribution à la rédaction des Cantigas de Santa Maria. Votre expertise et votre passion ont enrichi notre travail collectif d'une manière inestimable. Comme vous le savez, les Cantigas sont bien plus qu'une simple compilation de chants dédiés à la Vierge Marie. Elles incarnent notre foi, notre culture et notre héritage en un seul ouvrage. C'est pourquoi chaque mot, chaque mélodie est empreinte de signification profonde et doit être traitée avec le plus grand soin. Dès lors, dans notre quête de perfection, je vous encourage à continuer à puiser l'inspiration dans nos traditions, les exploits de mes défunts prédécesseurs, notre père, Don Fernando, ou encore notre emperador Don Alfonso VII. Dans la poésie de notre langue, dans la grâce divine et ses miracles qui nous guident. Nos efforts conjugués sont essentiels pour faire de ce recueil un témoignage intemporel de notre dévotion à Santa Maria. Je vous invite donc à persévérer avec diligence et passion dans cette noble entreprise débutée depuis l'an 1257. Ensemble, nous pouvons parfaire cette œuvre lyrique majestueuse et offrir au monde un héritage d'une valeur inestimable. Ainsi, je vous fais parvenir mes salutations les plus respectueuses. Alphonse X. Nous avons aussi eu l'honneur de découvrir tout récemment une autre lettre, écrite cette fois de la main d'Alphonse X, puisqu'il s'adresse à l'un de ses juristes castillans en charge de la rédaction du traité juridique des Siete Partidas. Le souverain a grandement participé à l'élaboration de ce texte, puisqu'il l'a en partie corrigé lui-même. L'objectif ici est d'uniformiser la juridiction sur le territoire et de mettre en place une grande entreprise juridique et ainsi de faire face aux différentes révoltes dues à ce manque de clarté juridique. C'est donc pour cela qu'Alphonse X écrit à Manuel Martínez de Zamora, en qui il a pleinement confiance. Notaire en chef à la cour, spécialiste dans la rédaction de traités populaires, il semble tout désigné pour superviser la création des Siete Partidas. Comme son nom l'indique, le projet est de construire le corpus en 7 parties, chaque partie étant divisée en articles eux-mêmes composés de lois. Chaque partie porte sur un aspect du droit, les lois, les juridictions, les procédures, le mariage, les contrats, les testaments et les crimes. Celui-ci est donc rédigé entre 1256, à la suite de la révolte nobiliaire menée par ses frères, et 1265. Les codes de ce traité visent à poser une grammaire particulière sur le droit et à le synthétiser, tout en fixant les règles de la production d'un tel acte. Moi, Don Alfonso, par la grâce de Dieu, roi de Castille, de Tolède, de Léon, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaén et de l'Algarve, m'adresse à mon très cher Manuel Martínez de Zamora, notaire en chef de la cour royale. Je ne vous apprends rien en vous écrivant que nos dernières conquêtes acquises, avec l'aide divine, ont bouleversé le territoire de notre cher Hispania. Partout, il faut que notre autorité s'affirme avec une vigueur certaine. Pour ce faire, il nous a fallu instaurer des codes juridiques, dont certains rédigés par vos soins, afin de poser un strict cadre pour l'exercice de la loi royale, directement inspirée des préceptes divins. Cependant, la lente progression de notre avancée depuis le règne de mes illustres prédécesseurs, au premier rang duquel figure mon père Fernando, bienheureux serviteur de Dieu et de son peuple, cette lente progression a provoqué de fortes différences locales, en particulier sur le plan juridique, qui rendent d'autant plus ardu notre devoir d'unification de l'ensemble du royaume. Votre tâche sera donc de mener à bien cette unification juridique de notre territoire qui grandit. Plus que le fuero real, pour lequel vous aviez si brillamment contribué il y a maintenant 2 années de cela, il faudra maintenant parachever ce travail de synthèse entamé pour fixer une bonne fois pour toutes les conditions strictes et claires d'application de la loi royale dans une grande synthèse de tous ces codes précédents. Vous ne serez pas seul dans cette œuvre immense qui risque de vous occuper plusieurs années, puisque vous serez ravis d'apprendre que j'ai également mandaté Maestro Jacobo, Juan Alfonso de León et le Maestro Roldan, tous des hommes de confiance comme vous, pour vous accompagner. Je connais mieux que personne votre maîtrise de la langue juridique et vos efforts pour la rendre audible au peuple. Dans cette perspective-là, il est d'une importance capitale
que la grande synthèse dont je vous confie l'honneur de la rédaction soit rédigée uniquement et exclusivement dans la langue castillane, celle que mon peuple parle. J'ai bien conscience de la difficulté pour vous à dire le droit avec une langue qui n'est pas forcément bâtie pour cela. N'ayez crainte. Puisqu'il s'agit de fixer un code juridique fixe, il faudra également fixer la langue qui le proclame. Ainsi, avec ma bénédiction, vous trouverez des termes appropriés pour parler de ces choses précises, pour finalement construire une grammaire juridique proprement castillane, dont notre peuple pourra s'emparer facilement lors de la diffusion du code. J'ai la ferme conviction que l'unification juridique des territoires hispaniques ne pourra se faire sans l'appui d'un langage propre et répandu, ce que n'est pas la langue latine, entre autres. Cette grande synthèse comptera 7 parties bien distinctes, une pour chacune des lettres de mon glorieux patronyme, qui fut aussi celui de 9 de mes illustres prédécesseurs devant Dieu. Bien entendu, il y aura de multiples thématiques à étudier, dont plusieurs ont déjà été mises par écrit dans des codes précédents. Il faudra avant tout définir les pouvoirs royaux, donnés par l'intercession directe de Dieu notre Père à tous, le champ d'application de ces pouvoirs également. Concernant la question de la succession, il faudra la fixer aussi clairement, si possible en privilégiant la procédure proprement castillane sur le droit romain. Dans notre royaume qui s'agrandit, plusieurs cultures et confessions différentes se côtoient. Il faudra légiférer sur l'organisation des relations entre ces communautés différentes, notamment en ce qui concerne les Mahométans et les Israélites, en suivant dans une moindre mesure les recommandations à ce sujet de notre Saint-Père Alexandre. Enfin, il s'agira absolument de définir avec fermeté les règles concernant la production des actes juridiques futurs et aussi de la place de ces siete partidas dans l'application de la procédure judiciaire. Je vous gratifie encore une fois de la totalité de ma confiance, en vous donnant avec vos confrères cette tâche rude, mais Dieu sait ô combien essentielle pour le futur de notre royaume. Pour finir sur la production scientifique alphonsine, j'aimerais aussi vous présenter une lettre rédigée par un prieur du monastère de Santa Maria la Real de Nájera qui porte sur le prêt de livres. Cette lettre nous permet donc de revenir sur ce qu'on appelle les Historias de España. Il s'agit d'un livre historique écrit à l'initiative, toujours, d'Alphonse X. La période traitée va donc des origines bibliques de l'Espagne jusqu'au règne de son père, Ferdinand III. C'est donc la première fois qu'un ouvrage historique n'est pas une simple traduction d'un texte latin. Pour l'écriture de cette grande histoire de l'Espagne, de nombreuses sources ont été utilisées, mais la plus notable est De Rebus Hispaniae, écrite par l'archevêque Rodrigo Jiménez de Rada de Toledano, et qui est une histoire de la péninsule ibérique rédigée à la demande de Ferdinand III. C'est d'ailleurs à travers cet ouvrage que Ferdinand III, et donc plus tard Alphonse X, se revendique de la descendance wisigothe, ce qui va pousser notamment ce dernier à réinvestir Tolède en souvenir de la place centrale qui lui était accordée, puisqu'elle était la ville de sacre des rois wisigoths au VIe siècle. Je vous propose donc d'écouter cette lettre. Don Pedro Martínez de Santa Coloma, prieur du monastère de Santa Maria la Real de Nájera. À vous, Don Alfonso, par la grâce de Dieu, roi de Castille, de Tolède, de Léon, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaén et de l'Algarve, salut et grâce. Vous avez fait parvenir à notre prieuré une lettre par laquelle vous mendiez que nous vous fassions parvenir tous les manuscrits que notre monastère conservait, afin que vous les fassiez copier pour les utiliser dans la conception de vos écrits sur l'histoire de votre grand et noble royaume. C'est avec un immense honneur que le monastère de Santa Maria la Real de Nájera, en ma personne Don Pedro Martínez de Santa Coloma, prieur du dit monastère, vous convoie les manuscrits que sa bibliothèque renferme à votre palais de Séville. Il s'agit de 15 livres écrits d'une écriture ancienne, et ces livres sont ceux-ci: les Ediciones de Dona, la Statio de Thèbes, le catalogue des rois goths, le Libro Juzgo de ces rois, la Consolation de Boès, un livre de justice, Prudence et les Géorgiques de Virgile, les Lettres d'Ovide, l'Histoire des rois d'Isidore le Jeune, Dona le Barbaricio, les Bucoliques de Virgile, Liber Illustrum Virorum, Priscien mineur, Boès sur les 10 commandements, le commentaire de Cicéron sur le songe de Scipion. Nous espérons
Monseigneur, que ces manuscrits répondront à vos demandes, et parce que nous vous savons, vous notre roi, grand et miséricordieux, nous espérons que vous n'oublierez pas ce prêt que le monastère vous fait, au moment où vous nous renverrez ces manuscrits. Donné à Nájera, 15e jour de février 1270. Nous allons maintenant aborder avec vous le dernier thème de votre recherche et des lettres que vous avez trouvées. Elle regroupe des informations sur la fin de son règne, c'est bien ça? Exactement. La fin du règne d'Alphonse X est marquée tout d'abord par la révolte mudéjar qui a lieu entre 1264 et 1266. Il s'agit d'un soulèvement des musulmans mudéjar, donc les musulmans restés sur le territoire conquis par les chrétiens, de la région de Murcie. Ces derniers s'opposent donc à la politique d'Alphonse X, qui veut déplacer ces populations, et ils expriment leur mécontentement face aux impôts élevés et aux restrictions imposées sur leur pratique de la religion musulmane. La révolte a donc débuté en 1264 à Murcie et s'est ensuite propagée à l'Andalousie. Les mudéjar ont réussi à prendre le contrôle de plusieurs villes importantes comme Murcie, Lorca ou Orihuela. Cependant, face à la puissance militaire castillane, la révolte a été brutalement réprimée en 1266. Alphonse X a envoyé des troupes qui ont reconquis les villes rebelles et mené de dures représailles contre les populations mudéjar. De nombreux mudéjar ont été exécutés ou forcés à l'exil. Suite à cela, à la fin de sa vie, Alphonse X a dû faire face à sa déposition par son fils Sancho. Il faut savoir qu'à l'époque, le droit traditionnel castillan indique que le pouvoir est donné au fils aîné, et que si celui-ci vient à mourir, comme ce fut le cas avec Ferdinand de la Cerda, fils aîné d'Alphonse X qui disparaît en 1275, c'est au fils cadet que revient la couronne. Ici, c'est Don Sancho. De plus, le fils du prince héritier Ferdinand de la Cerda est lui aussi décédé, ce qui renforce la légitimité de Don Sancho à réclamer le trône. Néanmoins, un événement vient compliquer tout cela. En 1277, Alphonse X fait arrêter et exécuter sans procès son frère Fadric pour usurpation du pouvoir royal. C'est une décision qui va lui coûter, car à partir de ce moment-là, il est poursuivi par une image d'un roi ne suivant que son arbitraire. Ainsi, en 1281, sous l'influence du roi de France Philippe III, Alphonse X fait le choix de diviser son royaume entre ses deux successeurs potentiels que sont Alphonse et Sancho. Cela rend furieux le dernier, qui, en 1282, réunit les forces vives du royaume dans une assemblée à Valladolid, qu'il nomme Cortés à l'image des assemblées réunies par le roi. C'est sur cet événement que porte la lettre que nous venons de redécouvrir. Il y déclare son père lépreux, ce qui le rendait, selon la croyance populaire, incapable de régner puisque la lèpre était associée à la folie. L'Assemblée nomme donc le jeune héritier gouverneur du royaume et il reçoit le soutien de la famille royale. La rumeur de la maladie détériore l'image du souverain qui, par rage, maudit son fils dans un testament et nomme son petit-fils Alphonse comme unique héritier légitime. Malheureusement, ces dernières volontés ne seront pas respectées et c'est celui qu'on appelle désormais Sanché IV qui monte sur le trône à sa mort en 1284. Nous évoquions il y a quelques instants l'exécution sommaire de Fadric par décision de son frère. Une lettre d'Alphonse X adressée à l'archevêque de Séville, où celui-ci évoque la trahison de son frère, vient d'être soumise à notre étude il y a peu. Avant de l'écouter, peut-être pourrions-nous nous pencher plus en détail dans cette histoire. Entre 1240 et 1245, Don Fadric séjourne auprès de l'empereur. Certaines sources affirment que ça serait suite à des menaces de son frère qu'il serait parti, mais aussi afin d'obtenir le duché de sa mère, Béatrice de Souabe. Néanmoins, cela se conclut par un échec. En 1260, il abandonne la Castille sans l'autorisation du roi et se réfugie en Italie du Nord pour rassembler autour de lui des soutiens gibelins. Néanmoins, il finit par se réconcilier avec son frère lors de la prise de Murcie, et Fadric récupère par la même occasion une partie de ses terres. En 1275, à la mort de l'héritier Ferdinand de la Cerda, le royaume se retrouve dans une crise de succession. Les sources officielles comme les Annales de Toledanos ne donnent malheureusement pas, ou peu, d'informations sur les raisons de l'exécution de Don Fadric. Cela donne donc lieu à des hypothèses d'historiens. Les lettres que nous allons écouter répondent bien à l'hypothèse de Don Antonio Ballesteros Barreta, qui est le biographe d'Alphonse X. Celui-ci pense que Fadric et son gendre Simon, lui aussi assassiné,
ont organisé un complot en faveur de Don Sancho. Ce complot aurait été découvert entre avril et mai 1277. Ce complot s'appuyait sur la confusion créée par la mort du prince héritier. À cette époque, on voyait donc s'affronter deux clans, ceux qui soutiennent les enfants de la Cerda et ceux qui soutiennent Don Sancho. Face à cela, Yolande, la reine, aurait quitté le royaume avec les héritiers afin d'aller chercher des appuis en Aragon et en France. Contrairement à certains qui auraient affirmé qu'elle souhaitait s'éloigner avec les prétendants. Le roi tente donc de réconcilier les deux parties, mais son effort est vain. Il fait donc le choix de réécrire les textes pour qu'ils soient en favorable de Sancho, qui n'était pas son premier choix, et propose une compensation aux infantes, avec le royaume de Jaén notamment. Lorsqu'il écrit la lettre que nous allons écouter, Alphonse X n'est plus monarque. Il n'a pas choisi de nommer son fils qu'il dépose en 1282. Lettre d'Alphonse X à l'archevêque de Séville, Don Sancho, à propos de la trahison de son frère Don Fadrique en 1277. Don Alfonso, par la grâce de Dieu, roi de Castille, de Tolède, de Léon, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaén et d'Algarve, s'adresse à vous, mon successeur, Don Sancho, archevêque de Séville. Il vous faut savoir que la charge de roi s'accompagne de nombreux défis qui vous sont imposés par notre Dieu. Lors de mon élection au trône, je ne pensais guère devoir faire face à des soulèvements internes, alors que la péninsule avait retrouvé ses dirigeants naturels. En tant que roi, il n'est pas rare que, tout comme Jésus, vous soyez trahi. La 23e année de mon règne fut celle de tous les changements. Avant de poursuivre ma quête du trône impérial auprès du premier évêque, je m'assurais du soutien de mes nobles locaux, alliés de la couronne, apaisant alors le royaume. C'était sans oublier les défis auxquels Dieu voulut que je me confronte. Tandis que l'un de mes frères fut rappelé auprès du Père, l'autre travaillait activement pour ma perte. Avec quelques soutiens, il cherchait à obtenir la place de régent pour les Infantes de la Cerda. En tant que roi, il faut être magnanime à bon escient. Avec Don Fadrique, je n'ai pas su faire la part des choses, alors qu'il cherchait, avant même mon élection, à obtenir les terres de notre mère. C'est pour cela que je t'ai chargé de punir ton oncle et son gendre, afin de t'assurer une place sur le trône, en dépit des conventions. Yolande d'Aragon éloigna les enfants pour qu'ils ne puissent pas perturber votre règne. Il vous faudra donc faire attention et assurer vos soutiens pour mener à bien celui-ci. Par ailleurs, j'ai eu la chance tout récemment de faire l'étude d'une lettre de la femme du roi, Yolande, qui écrit à la toute fin de la vie du monarque. Cette lettre se veut être un bilan de son règne et une mise en garde contre la colère qu'il éprouve à l'égard de son fils Sancho, qui a osé le déposer et le ridiculiser. Yolande recueille ainsi les dernières pensées de son mari. Néanmoins, on ne sait pas où Alphonse X est-il réellement mort. Un autre ouvrage a été écrit à la même période charnière. Il s'agit du Libro de las Cruces. Il s'agit d'un codex produit dans la chambre du roi. On y retrouve de nombreuses références à l'astrologie qui le fascinait tant et qu'il lie à sa propre vie. Comme dans la phrase suivante, les jugements lorsque Jupiter et le Soleil sont conjoints dans les figures mentionnées précédemment, et si cette conjonction se trouve dans la 5e maison, cela signifie que le roi changera son héritier, qu'il ne donnera pas le royaume à celui qui devait régner mais à un autre, ou encore à son intérêt pour la science, une nouvelle fois lié à la politique. Comme l'a dit Ptolémée dans l'Almageste, l'homme qui a donné vie à la science et à la connaissance ne meurt jamais, et l'homme qui est consacré à la préemption n'est jamais pauvre. Dans cet extrait, il fait sûrement référence à Claude Ptolémée, un astronome du IIe siècle de notre ère. Écoutons plutôt cette lettre de Yolande qui, vous allez le voir, nous en apprend beaucoup. Yolande d'Aragon, par la grâce de Dieu, infante d'Aragon et reine de Castille, à vous, Don Alfonso. Mon bien-aimé, mon Seigneur, je vous sais malade. Alors vient cette dernière lettre qui clora notre belle et riche correspondance. J'ai eu l'occasion de relire votre Libro de las Cruces que vous aviez écrit en compagnie de votre traducteur et scribe Yehuda ben Moshe. Et j'ai retrouvé dans ces écrits une partie intéressante que je voulais vous repartager. Les jugements lorsque Jupiter et le Soleil sont conjoints dans les figures mentionnées précédemment. Et si cette conjonction se trouve dans la 5e maison, cela signifie que le roi changera son héritier, qu'il ne donnera pas le royaume à celui qui devrait régner, mais à un autre. Certes, Dieu avait voulu vous placer en haut de son empire. Je m'en rappelle bien, c'est moi qui vous avais écrit à propos de l'ambassade pisane en l'an 1256. Mais relisez votre œuvre et vous verrez que Dieu l'a voulu. Acceptez notre fils, Don Sancho, comme héritier futur roi. Vous vous êtes enorgueilli et je le regrette. Vous qui êtes pourtant le sage. La colère est un vice, ne l'oubliez guère. Je ne crois pas comme notre fils qui pense que vous êtes devenu fou et que vous êtes empli de démesure.
et votre commande des Cantigas de Santa Maria me montre que vous êtes conscient que la colère est un mauvais sentiment et peut être destructrice, non seulement pour les gens qui vous entourent, mais aussi pour vos sujets. Néanmoins, vous êtes seul. Nous ne savons pas où vous résidez actuellement, mais sachez que ma fidélité sera toujours de votre côté. Vous avez acquis ce que bon nombre n'ont pas su faire. Vous avez été le symbole de justice. Vous avez été le symbole de tolérance du juif aux morts. Vous êtes Alphonse X le sage. Vous avez écrit le savoir. Je reprends alors votre Libro de las Cruces où nous pouvons lire cette phrase que je vous réécris en espérant qu'elle vous permettra de partir sereinement. Comme l'a dit Ptolémée dans l'Almageste, l'homme qui a donné vie à la science et à la connaissance ne meurt jamais, et l'homme qui s'est consacré à la compréhension n'est jamais pauvre. Écrit en l'an 1284, le 23 mars. Et nous terminons notre podcast par cela. Un grand merci, mesdames, pour votre partage sur ce beau travail. Nos auditeurs sont, j'en suis sûre, stupéfaits de ces découvertes inédites. Nous sommes ravis de vous avoir reçus. Merci à vous, ce fut un plaisir. Un grand merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un autre podcast. Au revoir.